Bonjour à tous et bienvenue au Coin du Feu. Moi c'est Cook et je suis avec Ethno comme d'habitude. Salut. Et aujourd'hui on a un invité spécial, en présence de Maxwell. Donc salut à toi. Salut, c'est moi qui suis spécial, bonsoir. Pour notre nouvel épisode hors série, donc le deuxième. Et vous allez vite comprendre pourquoi on dit invité spécial. Bon, on va commencer directement. Hein. Donc, tout simplement, Max, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Bien sûr. Alors, je suis youtubeur, auteur et créateur de contenu sur Internet. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Maxwell depuis bientôt 10 ans. Donc, je commence à être un vieux de YouTube. Anciennement Two Guys One TV. Et voilà, c'est mon activité principale. Je gagne ma vie grâce à ça. Et j'y parle principalement de musique et surtout de métal. Donc on pourrait se poser la question de qu'est-ce que tu fais dans une émission qui parle de littérature, et littérature de l'imaginaire plus particulièrement. C'est une bonne question. Mais en fait, il y a une raison très simple. Puisque tu as sorti un livre avec Alt, justement, est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement aussi ? Alors, effectivement, j'ai coécrit un livre avec Alt 236, qui est sorti chez les éditions Oebec, qui est une branche de Gallimard, donc on est très fiers d'avoir pu sortir le livre chez eux. C'est un livre en fait qui a fait suite à un film qu'on a sorti ensemble sur YouTube, sur ma chaîne, qui s'appelle The Art of Metal. C'est une sorte de voyage où on va traverser différents univers, des univers fantastiques, des univers de science-fiction, mais aussi des univers de fantasy. Le métal, c'est une musique qui est assez attachée à, tout simplement au monde de l'imaginaire. Et il y a toute une partie effectivement sur la fantasy où on va rencontrer des mages, des trolls, des dragons. Et tout le bestiaire qui correspond à la littérature fantasy. Et effectivement, moi je suis assez attaché à ces univers parce que j'ai commencé à découvrir l'art grâce aux jeux vidéo quand j'étais petit. Donc principalement des RPG, et très rapidement je me suis mis à la lecture comme tout le monde. Plus jeune, j'étais un gros lecteur et donc je lisais principalement de la fantasy et du fantastique. Voilà. Ouais, ça on en reparlera d'ailleurs. Et faut préciser que c'est le bouquin est présenté sous forme de codex en fait, c'est ça ? Exactement, alors c'est un codex, c'est-à-dire qu'on voulait quand même quelque chose dans la forme qui était différent de la vidéo. Donc déjà c'est différent dans le sens où c'est un livre et pas une vidéo, mais aussi on voulait éviter de se répéter et être le plus exhaustif possible, c'est-à-dire passer par un maximum de pochettes différentes, parce que le livre se présente sous forme de codex et on retrace l'histoire un peu des pochettes métal. C'est comme si on avait cartographié le métal avec les mondes d'heroic fantasy, les mondes de science-fiction. On passe aussi par l'histoire, parce que le métal est une musique qui est assez attachée à l'histoire. Donc on visite comme ça ces différents mondes à travers des pochettes d'albums. Voilà. Ok. Et du coup, pour en revenir à la genèse un petit peu du truc, je pense que tout est parti de ta rencontre avec Alt, du coup. Exactement. Et le truc marrant, c'est que j'ai lu dans une interview que c'est toi qui l'avais contacté, donc qui avait pris l'initiative, et qui savait pas comment t'avais eu son numéro en fait. Ça se passe bien ta vie de stalker ou... Alors ça, j'ai jamais trop compris pourquoi il a dit ça, parce que ça faisait quasiment 1 an qu'on se parlait brièvement sur Twitter, et je crois tout simplement que c'est lui qui me l'a donné, son numéro. Hein. Ah, donc monsieur a la mémoire courte alors. Donc la légende du je ne sais pas comment il a eu mon numéro, non c'est je suis sûr que je peux même retrouver le message sur Twitter, tu vois. J'irai le poster sous l'interview dont tu parles. Allez. Et donc après c'est vrai qu'on est amené à parler avec beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand tu crées du contenu, forcément t'es un petit peu toujours sollicité, c'est difficile de répondre à tout le monde. Et c'est possible qu'il ait oublié que ce soit lui-même qui m'a donné son numéro. Mais ça faisait déjà quelques mois qu'on se parlait, tu vois, par message interposé, pas forcément en DM, mais en tout cas sur Twitter. Ouais. D'accord, donc la prise de contact s'est fait comme ça, et ouais. Comment ça s'est embrayé déjà pour vous sur la genèse du projet, c'est-à-dire le reportage ? Alors, je sais que de temps en temps, lui, il aimait bien faire des séries de photos qu'il postait sur Twitter. Il aime bien faire des petites séries comme ça, de trades d'artistes qu'il aime bien. Il le fait toujours, ça d'ailleurs, ouais. Il le fait toujours, et des fois il le faisait avec des pochettes métal. Donc je voyais que c'était comme un univers qui l'attirait, et qui captait un peu la force que pouvaient dégager ces différentes illustrations.
Et moi, ça faisait aussi quelques années que j'avais en tête de faire un Metal Crypt. Donc Metal Crypt, c'est un de mes formats que j'ai oublié aujourd'hui parce que j'aime plus trop fonctionner sous forme de format. Mais en tout cas, je voulais faire une vidéo qui retrace un peu l'histoire des artworks métal et un long truc bien chiadé, quoi. Pas une vidéo qui dure 15 ou 20 minutes, vraiment faire un joli truc sympa à regarder dans lequel on peut vraiment s'immerger. Et je me suis dit, je suis pas très featuring ni rien, mais vu qu'on se parlait, on avait brièvement parlé de faire un truc ensemble sur les réseaux sociaux, que nos univers parfois se croisaient un petit peu, et je me suis dit que c'était le moment de passer à l'action, quoi, et puis de bosser ce projet-là avec quelqu'un. Alors avant on se connaissait pas trop sur le plan personnel, j'ai eu de la chance de rencontrer aussi quelqu'un de formidable sur le plan personnel, avec qui ça a beaucoup résonné. Donc on est devenus amis aussi entre-temps. Ça aurait pu foirer totalement, on aurait pu juste échanger 2-3 idées pour faire un feed YouTube comme beaucoup font. Mais au final non, ça s'est tellement bien passé que le film a une espèce de cohérence esthétique, narrative, tout ça. Et ça c'est parce qu'on s'est vraiment bien entendu, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan de l'écriture. Donc c'est parti de là un peu, quoi. Ouais, j'imagine. Après, je pense pas que Alt, je le connais absolument pas. C'est vrai que comme beaucoup de monde, je le connais vraiment par rapport à ses vidéos, comme pour toi en fait d'ailleurs. Ouais. Mais vous avez pas l'air d'être deux personnes vraiment prises de tête, au contraire vraiment très posées et surtout passionnées en fait. Donc moi de mon point de vue, que ça se passe mal, ça aurait été un petit peu compliqué. On fait partie des gens qui sont pas arrivés sur YouTube par intérêt ou par envie de faire de l'argent ou par ou tu vois les youtubeurs aiment bien avoir cette petite place, tu vois, d'influenceurs. Et puis il y a beaucoup de gens pédants dans ce milieu, mais c'est pas du tout le cas de Alt. Moi, je pense être vraiment arrivé sur YouTube uniquement par passion, parce que j'avais envie de raconter des choses, envie de dire des choses. Il se trouve que ça s'est développé au fur et à mesure du temps et que c'est devenu mon métier aujourd'hui. Mais je pense que si tu viens sur YouTube avec des idées saines et claires, y a pas de raison que ça matche avec les gens qui sont ici pour les mêmes raisons, quoi. Mais malheureusement, ils sont rares. Ouais, non mais c'est ça, parce que en fait du coup c'est vrai que j'avais prévu une petite intro et Cook m'a coupé la weed sous le pied, mais je revenais un peu plus je voulais mettre un peu plus ta chaîne en fait en lumière et ton évolution, parce que comme tu le dis, c'est vrai que toi ça fait quand même 10 ans que t'es arrivé sur YouTube, et c'est vrai que c'est vraiment par passion, parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais de c'était quel format déjà que tu disais tout à l'heure? Alors les Metal Crypt. Les Metal Crypt, ouais, voilà, c'est ça. Et qu'en fait t'as eu pas mal de trucs. T'as lu Monsieur Haters, les Papy Cultes, et t'es passé par vraiment beaucoup de trucs. T'as ton Reliquat qui marche super bien, qui est un super format aussi, d'ailleurs. Et en plus de ça, t'as une chaîne Twitch. Je pense que c'est important de le rappeler, parce que t'es un gamer aussi, en plus d'être un créateur de contenu. Et pour ceux qui sont fans de vieilleries RPG, comme tu le disais tout à l'heure, concrètement, ta chaîne, elle vaut le coup, aussi. Voilà, c'était simplement pour revenir un petit peu sur ta chaîne. Cool. Et puis, je vais embrayer avec une autre question, parce que justement, pour ceux qui te suivent depuis un moment, on peut retrouver ta patte dans l'écriture du codex. Alors, je sais pas comment t'écris en fait tes vidéos, si tu les écris, tes vidéos, ou alors si tu te lances un petit peu à l'improviste et tout ça. Mais j'ai vraiment eu l'impression, en lisant le codex, c'est bizarre comme sensation, mais t'entends parler, en fait. Ça s'est passé comment, l'écriture du livre, en fait, à proprement parler? J'ai effectivement eu beaucoup ce retour de gens qui entendaient ma voix, parce que forcément c'est mon écriture, et d'habitude ils sont habitués à me voir sur leur écran, donc ils avaient l'impression d'entendre ma voix. Pour l'écriture, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'avais fait quasiment toute la structure, parce que j'ai une vision un peu plus globale de ce qu'est le métal, par rapport à Alt qui en écoute, mais qui est peut-être pas aussi à fond, tu vois, sur les niches, sur les étiquettes, tout ça. Ouais. Donc j'ai créé le squelette du livre. Et après, Alt et moi, on a rempli les petites cases. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait les grands chapitres et les petits chapitres, on avait 80 thèmes à remplir. Et à ce moment-là, tous les jours, on écrivait 1, 2 ou 3 thèmes. Parfois Alt en écrivait en entier, parfois c'est moi qui les écrivais en entier. Parfois c'était moitié-moitié. Et dans tous les cas, on revenait toujours sur ce que l'autre écrivait. C'est-à-dire que une fois de temps en temps, on se faisait un point où on relisait tout ensemble. On disait moi je verrais plus ce mot, moi j'enlèverais cette phrase plus pour dire ça, moi je donnerais pas cet exemple mais un autre exemple. Alors lui c'était peut-être plus axé sur le côté symbolique et historique, et moi c'était beaucoup plus axé sur le côté musique et groupe, quoi. Et le côté métal. Donc on a vraiment une espèce d'alchimie qui s'est créée très facilement, parce que je trouve que quand lui il me donnait une idée, elle était forcément meilleure que la mienne, et lui pareil il était hyper ouvert à mes idées, ce qui fait que à chaque fois on arrivait à trouver un terrain d'entente, et au point qu'à la fin, quand on a relu le livre, je savais quasiment plus qui avait écrit quoi. Parce que on a vraiment réussi
Ouais, à mêler nos deux écritures, et c'est là où j'étais vraiment étonné, c'est de voir à quel point c'était facile d'écrire avec lui. En plus, il dégage une énergie qui fait que c'est très motivant pour écrire. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça, petite étape par petite étape. Je sais pas, on a dû mettre 3 mois et demi à tout écrire à peu près. C'est relativement rapide quand même, je trouve. Hein. Ouais, à remplir toutes les petites cases, quoi. À 4 mains, quoi, ça va plus vite parce qu'effectivement, enfin à 4 mains, à 2 cerveaux, ça va plus vite parce que surtout quand on s'entend bien, qu'on est plus ou moins d'accord sur le ton, sur les idées, tout ça. Une fois que la structure est là, j'ai envie de dire que le plus dur c'était la structure en fait, quoi, parce que il m'a fallu quand même quelques temps pour vraiment, tu vois, pour aussi ne pas répéter la structure du docu, The Art of Metal, ouais. Pour aussi être le plus exhaustif possible, même si à la fin il a fallu cutter des trucs parce que on devait être à 83, 84 petits chapitres et au final il devait en faire 80, parce qu'on était quand même limité dans le nombre de pages. Et puis voilà quoi. Ok. Et du coup, pour continuer sur la création du livre, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du processus créatif justement? Par exemple, le choix de la couverture, la sélection des pochettes, donc des thèmes, donc qui sont les chapitres finalement. Comment est-ce que vous avez fait vos choix en fait? Alors, quand Gallimard nous a appelés, ils ont dit qu'on était totalement libre dans la création du bouquin, mais qu'ils voulaient quand même que ça ressemble un petit peu à The Art of Metal. Donc, on a planché là-dessus, puis au bout de quelques heures, après avoir brainstormé, on s'est dit que l'idée du codex, c'était plutôt cool. On voulait pas non plus tomber dans le grimoire un petit peu, tu vois, un petit peu médiéval, fan de métal un peu bas du front, tu vois, genre se la jouer médiévaliste à 2 francs, avec un grimoire, tu vois, le fan de Kaamelott premier degré, tu vois. Ça, on voulait un petit peu, même si j'ai beaucoup de respect pour Kaamelott et Alexandre Astier en général, j'ai un peu de mal avec son public la plupart du temps, et on voulait pas tomber dans ce truc-là, donc on voulait vraiment un truc très classe, très propre. Et aussi apporter une touche de modernité. C'est pour ça qu'on a fait appel donc déjà au duo Fortifem, qui est un duo qui est assez connu dans la scène métal et qui a illustré, qui a fait des illustrations pour Rammstein, Slipknot, Regarde les hommes tombés, mais aussi des groupes moins connus comme Parlor par exemple. Et donc c'était des amis aussi à la base, donc vu qu'on était totalement libre sur la façon dont on allait diriger le bouquin, on a proposé le codex. AOBK, notre éditrice, a tout de suite accepté, et puis ensuite on a fait appel donc pour les illustrations, donc pour les grosses illustrations à Fortifem, et pour les petits dessins qu'il y a sur chaque page à Mathias Léonard, qui est aussi un ami, un ami artiste. Donc là on était totalement libre sur le choix des dessinateurs, donc ça a été pareil un régal de pouvoir bosser avec des gens qui sont des amis à la base, avec qui j'avais jamais eu l'occasion de faire des projets. Et puis chacun a apporté ses petites idées au fur et à mesure. C'est-à-dire que eux aussi à Webec, ils ont leur bureau de graphistes et de personnes qui peuvent faire la mise en page. Donc pareil, ils ont apporté chacun leur idée, tout ça, on a eu des échanges, puis ça s'est construit comme ça petit à petit. On a décidé de laisser volontairement des traces d'impression, des matrices d'impression sur les pages. Ça, c'était pour donner le côté moderne. En fait, ça, c'est une idée justement du graphiste de Webec, qui en fait s'est rappelé une anecdote quand il était petit, c'est-à-dire qu'il était passionné par les vinyles de son père, et notamment les vinyles de prog et du groupe Yes, qui ont toujours des pochettes improbables, qui sont la plupart du temps dessinées par Roger Dean, qui sont des espèces de pochettes mi-science-fiction, mi-heroic fantasy. Elles sont magnifiques, ouais, c'est vrai que... Voilà, complètement folles. Et donc il était passionné, il était complètement absorbé par ces pochettes, et un jour, il y a la colle d'un disque qui a fondu, et en fait la pochette s'est démantelée sous ses yeux et a laissé apparaître justement ces matrices d'impression qu'on a de l'autre côté des pochettes d'albums, parce qu'effectivement les vinyles quand on les dissèque, il y a des petites matrices d'impression que nous on peut pas voir comme ça à l'œil nu, j'ai envie de dire. Et ça c'est ce qui lui a inspiré de laisser ces matrices d'impression dans le livre, qui est en fait un codex, donc un genre de vieux grimoire qui réunit plein de formules pour comprendre cette musique. Et justement, on dévoile ce qu'il y a de l'autre côté de ces formules. On casse un petit peu la magie quelque part du truc, tout en laissant suffisamment de brouillard autour de ça. Et laisser ces matrices d'impression, c'était quelque part on vous dévoile un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté, le métal qui peut paraître très hermétique, qui peut laisser penser à une musique très hermétique, très sombre, très occulte, et qui finalement l'est effectivement. Mais si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est un monde beaucoup plus vaste, qu'on peut s'ouvrir justement à tous les mondes de l'imaginaire. Et donc voilà, c'était une espèce de petit clin d'œil à ça. Et donc j'ai trouvé l'idée vraiment, on a trouvé que l'idée était assez bonne. Alors il y a plein de gens qui ont râlé.
qui était très étonné de dire mais pourquoi il y a des problèmes d'impression sur mon livre et tout. Bah non, c'était une volonté artistique. C'est ça, parce que là tu lèves le voile sur quand même quelque chose. En fait, j'allais y venir ça plus tard dans l'interview. J'ai vu quand même pas mal de commentaires passer où les gens étaient, j'irais pas jusqu'à dire scandalisés, mais ça les a fait tiquer en fait. Et bien sûr, qui étaient limite prêts à renvoyer de bouquins si tu veux, en leur disant merde, tu sais, ça m'a été imprimé ou quoi que ce soit. Et là tu lèves vraiment le voile sur quelque chose. Et c'est bien que t'en parles aussi pour informer les gens que c'est pas, voilà, et surtout sur la démarche de pourquoi vous avez fait ça. Bah c'est un choix artistique qui a été proposé par Houellebecq et nous on a trouvé ça plutôt intéressant et justement ça venait totalement casser le côté grimoire. Comme je disais, on voulait pas tomber dans le grimoire trop cliché non plus. Et donc ça apportait ces touches un petit peu modernes, étranges, presque pas avant-gardistes, tu vois, mais expérimentales en tout cas. Mmh. Et au niveau de la sélection des pochettes, alors parce que j'imagine que ça a dû être cornélien comme choix de choisir celle-là, pas prendre l'autre, et comment ça s'est passé? Alors en fait, pas tant que ça, j'ai dû passer au fur et à mesure que j'écrivais les chapitres, pour chaque chapitre, je faisais une dizaine de propositions et sachant qu'on est dans quelque chose d'assez officiel, voilà, on n'est pas sur YouTube qui est une espèce d'endroit où il y a un vide juridique. Là je faisais une dizaine de propositions par chapitre et ensuite Gallimard courait après les droits pour chaque dessin. Donc ils appelaient les labels, ils appelaient les artistes, ils les contactaient sur les réseaux sociaux. Et puis les premiers qu'on dit oui et qu'on répondu, c'est eux qui ont eu leur pochette. C'est eux qui ont eu leur pochette à l'intérieur du bouquin. À part Irake, tout le monde a été très cool, très sympa, tout le monde a accepté sans sourciller, tout le monde était ravi. Parce que vous avez des problèmes avec Irake Records qui sont des pinces, on les connaît pour avoir arnaqué de nombreux artistes, notamment Sleep ou Dan Seagrave. Et là ils réclamaient tout simplement $300 par pochette, ce qui était plus cher en fait que le prix des pochettes elles-mêmes, tu vois. Ouais. Et sachant que c'est des pochettes qu'ils ont volées à leurs artistes, donc on pouvait même pas passer par les artistes eux-mêmes pour récupérer les pochettes, on était obligatoirement obligé de passer par Irake qui réclamait $300 par pochette. Il y avait je crois 6 ou 7 propositions d'Irake et du coup j'ai dit non, maintenant c'est boycott ce label, j'en ai ras le cul de... Enfin c'est n'importe quoi, $300 par pochette, ils sont fous. Ouais, là c'est vrai que c'est juste pour les droits, sachant qu'on serait passé, si les artistes avaient encore les droits des pochettes, on les a eu moins cher, voire gratuites. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. Donc non, du coup on a boycott Irake et puis tous les autres n'ont rien demandé. Et c'est pas grave, c'est pas comme s'il y avait pas le choix du coup. Donc en fait voilà, il y a eu au final c'est même pas moi qui ai fait les choix parce que moi j'ai fait 10 propositions à chaque fois. En fait à chaque fois je mettais toutes les pochettes qui sont mentionnées dans le texte et c'est malheureusement aussi pour ça que parfois on a les pochettes les pochettes d'illustration qui ne correspondent pas au texte parce que parfois soit il y a pas eu de réponse, soit on n'a pas eu le temps, soit c'est d'autres qui ont répondu avant et au bout d'un moment il fallait bien que le livre sorte. Donc on n'a pas pu récupérer toutes les pochettes qu'on aurait voulu récupérer. Mais il y avait aussi Gallimard qui voulait sortir le livre avant les fêtes, forcément. Donc on n'a pas pu tout récupérer. Justement, j'imagine que la première fois qu'une maison d'édition t'appelle pour dire qu'elle voudrait publier un livre avec toi, ça doit faire un peu étrange quand même comme sensation. Ouais, très très étonnant effectivement. J'ai pas trop compris ce qui se passait, mais ouais, j'étais content quoi. J'étais content et puis on s'est rapidement mis à bosser. Au début j'avais un peu peur parce qu'ils avaient mis une deadline pour... j'ai été contacté début mars, ils ont mis une deadline pour mi-août il me semble. Et moi j'étais on n'aura jamais le temps. Déjà que moi je mets beaucoup de temps à écrire mes vidéos parce que je repasse beaucoup sur le texte. Donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, 90% de ce que tu vois dans mes vidéos est scripté. Ouais, okay. À part quand c'est des formats libres comme quand je commente des résultats de sondage. Ou quand je fais des reliquats, forcément ça peut pas être scripté, mais tout ce qui va être un petit peu format docu, reportage, tout ça, là c'est quand même un peu plus scripté. Et pour le coup, ouais, moi je passe beaucoup de temps à lisser mon texte, à le relire, tout ça. Et je fais putain, mais là je dois écrire l'équivalent de 10 vidéos. J'aurais pas le temps quoi. Et en fait, avec Alt et puis le fait d'avoir très très bien structuré dès le début notre façon d'écrire, et ça s'est fait assez vite finalement. Même si, j'avoue que les premières semaines, j'avais une petite pression. Oui, j'étais pas bien forcément. Et justement, à propos des pochettes, pour revenir du côté de l'éditeur, est-ce que ils vous ont laissé vraiment une totale liberté, ou est-ce que certaines pochettes, comme on peut l'imaginer dans le métal, il y a des trucs quand même assez gore, par exemple, ou alors des choses sexuellement explicites qui pourraient ne pas passer. Quelle a été leur politique vis-à-vis de ces thèmes qui sont indispensables quand même au monde du métal quand on part vers l'extrême? Je pense au grind, au death. Bien sûr.
Ils ont absolument rien retouché, hein. Que ce soit les pochettes de Carcasse ou les pochettes de Urgeal où t'as carrément des scènes de viol un peu gorettes, quoi. Celle-là, elle est gratinée, ouais. Ouais, ils ont absolument rien retouché. Ils ont dit non, ça fait partie de la culture. Vous prenez pas ces choses-là. Vous expliquez juste, de manière neutre, que ces trucs-là existent et que ça fait partie d'une certaine imagerie un peu extrême, sans forcément la revendiquer, bien évidemment. Donc non, ils ont rien retouché sur le texte, ils ont rien retouché sur les pochettes. On a eu 100% de liberté. D'ailleurs, justement, j'étais souvent au téléphone avec mon éditrice, donc Marie, et elle me dit non, mais vous pouvez y aller, il y a aucun souci, ça passera. C'est juste pour, en fait là, on est en train de voir pour une version américaine. Et par contre, la version américaine, vu que le puritanisme là-bas, c'est pas vraiment la même chose, il y a des chances qu'on ait 1 ou 2 chapitres qui soient censurés, par contre. Ah ouais, carrément. Ouais, ce sera, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est pas sûr à 100%, mais elle m'a dit probablement que aux États-Unis, il y aura peut-être le chapitre sur le sexe et peut-être le chapitre, je sais pas, sur le gore grind, qui seront peut-être censurés parce que ils ont encore cette espèce de puritanisme qui est mal placé, quoi, tu vois. C'est-à-dire, on peut montrer des images gore à la télé et on est les créateurs du porno hardcore, tu vois, mais on peut pas, c'est ça, c'est vachement paradoxal. On peut pas mettre une image où il y a trop de sang ou où on voit un zizi ou un phallus ou quoi. Enfin, c'est bon, c'est complètement débile. Déjà sur les réseaux sociaux, t'as pas droit au téton, c'est ce qui est complètement con. C'est-à-dire qu'il laisse les gens harceler d'autres personnes, harcèlement sexuel, tout ça. Il y a même des réseaux de pédophiles qui sont incapables de démanteler. Par contre, un téton, le téton, non, c'est attention, pas droit. Mais liberté d'expression totale pour les nazis et les fachos, tu vois, pas de soucis. Exactement, c'est ça. Enfin bon, c'est les États-Unis, quoi. Le death metal, entre autres, est né là-bas avec des pochettes quand même assez claires, on va dire, sur le gore, etc. Ça fait un peu bizarre. C'est un peu paradoxal, quoi. Aujourd'hui, Cannibal Corpse met souvent des fourreaux sur leurs pochettes parce que ils ont quand même une grosse distribution. Et je sais que pour éviter ce genre de problème, maintenant, les gros groupes comme ça mettent un fourreau avec la vraie pochette à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ouais. Et encore Cannibal, je trouve qu'ils se sont calmés, hein. Oui, c'est devenu gentil avec le temps, mais il y a Peacegrave, par exemple. La dernière pochette est horrible. C'est un espèce de corps complètement déchiqueté dans tous les sens. On n'arrive pas à deviner si c'est de la ratatouille ou un humain. Et ils ont mis, en fait, juste une pochette noire avec le sticker Peacegrave. Et quand tu retires l'espèce d'autocollant, en dessous t'as la vraie pochette, quoi. Magnifique. Voilà. D'ailleurs, un autre truc, le choix des thèmes, ça s'est passé comment? Parce que du coup, le métal, c'est quand même vachement foisonnant au niveau des symboliques, au niveau des thèmes, au niveau de tout ça. Et alors, du coup, vous avez dû faire un choix, c'est venu naturellement, vous avez voulu tabler sur certains clichés, comment ça s'est passé? J'ai la chance d'avoir des écoutes qui sont assez éclectiques en ce qui concerne la musique et forcément le métal. J'ai jamais été, pro black metal à écouter que du black metal ou pro hardcore à écouter que du punk hardcore. J'écoute vraiment de tout avec bien évidemment mes préférences comme tout le monde, mais j'écoute aussi bien du thrash que du death, que du heavy, que du sympho, que du power, que du crossover, que du grind, ce que tu veux. Donc j'ai une vision d'ensemble qui est assez large et assez exhaustive, ce qui fait que les thèmes sont arrivés assez rapidement. On s'est retrouvé avec 83, 84, peut-être 85 thèmes et il nous en fallait 85. Donc on en a même retiré certains, comme par exemple on avait la dualité, on avait tout un chapitre sur le mal, le bien, le chaud, le froid. Je pense notamment à la pochette de Silence de Sonata Arctica ou Elements de Stratovarius, où t'as beaucoup de pochettes comme ça qui aiment bien dissocier, tu vois, le bien, le mal, il y a une espèce de dichotomie comme ça entre les deux à l'intérieur même du visuel. On avait quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a dû retirer? On avait aussi tout un chapitre sur le voodoo. Donc on parlait un peu plus des cultures africaines, tout ça, et ça ne s'est pas fait non plus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Là tout de suite ça me revient pas, mais on a dû cutter je crois 3 ou 4 chapitres. Ouais, comme pour quoi, une question de place. D'accord, ouais. Et j'ai une question qui me vient là, j'avais pas marqué celle-ci, mais donc tu disais en fait que concrètement vous avez laissé une liberté totale là-dessus on est d'accord, mais pourtant tout à l'heure quand t'expliquais justement pourquoi il y avait les mires et les machins comme ça, que c'était donc fait par un autre graphiste, et là-dessus vous avez eu un droit de regard, ou alors c'était quelque chose d'imposé justement, parce que du coup ça veut dire que vous avez pas comment dire, vous avez pas tout créé de A à Z en fait, entre gros guillemets. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand il y avait une idée, en fait à chaque fois que donc le livre s'est fait au fur et à mesure, et nous on avait accès au PDF, c'est-à-dire qu'il y avait un PDF, donc on avait une chaîne de mail avec donc l'éditrice et toute l'équipe qui bossait sur le livre, les graphistes, enfin que ce soit Fortifem ou Mathias et puis moi également.
qui faisait un peu le pont entre tout le monde. Régulièrement, on avait le PDF qui était mis à jour et on pouvait regarder comment ça évoluait au niveau de la mise en page du livre, enfin de la maquette globale, quoi. Donc moi, à chaque fois, j'avais la vue sur le truc et je redisais quasiment jamais rien. J'ai dû redire, bah là, tu devrais peut-être un peu plus serrer le texte, là, tu devrais peut-être mettre plus cette pochette en grand et celle-là en petit. Mais c'était ce genre de détails, quoi. C'est-à-dire qu'eux arrivaient avec leurs idées, puis moi, je retouchais un peu comme je le sentais un peu plus. D'accord. Après, après, globalement, c'est quand on a proposé l'idée du codex, c'est nous qui avons proposé l'idée globale d'avoir le texte à gauche, le texte à droite, d'avoir des grands chapitres et des petits chapitres avec un thème par page. L'idée globale est arrivée de nous quand même, et eux, ils ont fait en fonction de ça. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est parfait. Qu'est-ce que ça a changé concrètement l'arrivée de ce bouquin? Vous allez continuer à faire des projets ensemble ou pas? Ou alors c'est juste du one shot, il y en a un deuxième qui va sortir, ou comment ça va se passer? Bah je sais pas du tout. Évidemment, Gallimard serait content vu que le livre, on a eu la chance qu'il marche super bien. Là, ils seraient chauds effectivement pour qu'on refasse quelque chose en solo ou à deux. Là, on n'a pas spécialement d'idées tout de suite, ou des embryons d'idées, on va dire. Mais bon, là, le bouquin vient de sortir, tu vois, donc il y aura encore 1 ou 2 ans avant que la machine se remette en route. Pour ce qui est des collaborations entre Alt et moi, là, on est en train de préparer. On commence tout juste à discuter et à bosser sur une vidéo qui va parler du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Donc encore une passion qui nous réunit. Donc ce jeu de cartes incroyable qui est mon jeu préféré et le meilleur jeu de la Terre. Jeu de cartes à jouer. Je pense que tu prêches de convaincu là. Bon bah voilà. Parfait. Carrément, ouais. Et puis après en termes de projet, malheureusement l'année Covid a fait que on avait 2-3 projets vidéo ensemble et il y a rien qui se fera parce que c'est plus possible de le faire là maintenant. Notamment ouais et je sais même pour l'instant je sais pas droit si j'ai trop d'en parler, donc ça on en parlera peut-être quand on est sûr que ça se fera pas ou que ça se fera, mais il y a des trucs notamment un projet en fait qui devait se faire et qui se fera pas, ce qui m'attriste au plus haut point et puis voilà quoi. Après va falloir qu'on se remette à bosser là, parce que là j'avoue que la vidéo sur Magic elle me fait un peu peur, hein. Déjà en fait c'est quand je vois la montagne de taf qui a été The Art of Metal. Ouais. Je me dis que la vidéo sur Magic qui va être à peu près du même acabit, puis on va essayer de step up un peu, forcément, on va essayer de faire ça encore mieux, avec un rythme encore mieux travaillé, tout ça. On va essayer aussi cette fois, on avait déjà fait une partie dans The Art of Metal, il y a toute une partie un peu fiction, où on se balade dans le Hellfest et tout, on fait comme si c'était un lieu un petit peu abandonné, un petit peu post-apo. Ça enchaînait bien ça quand même, hein. On a eu la chance que le Hellfest nous ouvre leurs portes et tout. J'ai la chance de connaître l'équipe du Hellfest, donc ça n'a pas été trop difficile d'obtenir les clés du site, mais ils ont été quand même super cool de nous laisser champ libre et on a pu se servir du Hellfest comme un terrain de jeu, donc c'était cool. Et là on va refaire la même pour The Art of Magic. Enfin je dis The Art of Magic mais c'est le nom de code, en vrai je sais pas si ça s'appelait comme ça. Ouais. Et on va refaire une petite partie fiction et on va peut-être se déplacer. Voilà, on a quelques contacts chez Wizard, donc il y aura peut-être un côté docu peut-être un peu plus accentué, on sait pas trop encore, je peux pas trop teaser parce qu'en vrai on n'a rien de sûr, on est vraiment en train d'en discuter, tu vois, comme ça en ce moment. Donc quoi qu'il en soit, vous avez du taf parce que c'est vrai que c'est vaste, hein, comme univers quand même. Bah, c'est oui, pas oui, juste un jeu de cartes. Je te dis là, j'étais en même temps j'ai hâte, en même temps j'ai la flemme, en même temps j'ai peur, tu vois, je fais putain ça va, je sais même pas par où commencer en fait. Ah j'imagine, ouais, ça va être compliqué. Mais on va y arriver, à deux il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, on a globalement des bonnes idées en termes de comment aborder nos thèmes, donc voilà. On vous fait confiance. Bah merci. On va changer un petit peu de registre parce que du coup, comme on le disait en début d'émission, on est un podcast à la base sur les littératures de l'imaginaire. Et donc à notre prise de contact, tu me disais que t'avais plus trop le temps de lire, mais de ce que j'ai compris, t'étais quand même un ancien gros lecteur. Oui. Et du coup, c'était quoi Alors c'est vrai que je dis que j'ai plus trop le temps de lire, mais en vrai quand on veut lire, on se donne le temps de lire. C'est peut-être juste que je suis un petit peu trop les yeux devant mon écran, soit à jouer, soit peut-être à être sur les réseaux sociaux ou à monter ou à faire des recherches pour mes futures vidéos. Mais c'est vrai qu'en vrai le temps de lire, on peut le trouver. En fait j'ai arrêté de lire quand j'ai arrêté de prendre les transports quotidiennement, donc c'est-à-dire quand j'ai arrêté d'avoir un taf alimentaire. En gros ça s'est passé comme ça, on va dire, de mon enfance, donc je sais pas, j'ai dû apprendre à lire, je sais pas c'est à quel âge, 4 ans, 5 ans qu'on apprend à lire. Donc la question, je sais pas du tout. Je sais plus, bon bref, en fait jusqu'à mon adolescence, j'étais un gros lecteur.
Et je lisais principalement donc du fantastique et de la fantasy et un petit peu de SF aussi. J'étais un gros fan des chroniques de Anne Rice, donc la chronique des vampires, que j'ai pas lu en entier, mais j'adorais les univers d'Anne Rice, donc j'avais saigné ça. D'ailleurs, Entretien avec un vampire qui a été adapté au cinéma est incroyable, et sa suite, La Reine des Damnés, est une horreur. Je ne comprends même pas pourquoi ce film existe. Mais j'avais sorti en film. La Reine des Damnés est aussi sortie en film, avec du corn et tout, et c'est full année 2000. C'est une espèce d'imagerie un peu goth, indus, métal, mais tu vois, genre hyper mal. Enfin, c'est cringe au possible. Je lisais, qu'est-ce que je lisais encore? Bah après, donc j'ai eu cette période adolescente où, bah voilà, je lisais pas mal. Ensuite, pendant l'adolescence et jeune adulte, j'ai pas trop lu. Et quand je me suis mis à travailler, donc à avoir des tafs alimentaires quand j'habitais sur Paris et que je prenais quotidiennement les transports en commun, je me suis remis à lire. Alors là, j'ai rattrapé des classiques de la science-fiction comme par exemple H2G2, qui est donc une saga de 5 livres donc c'est de la SF un peu cool, un peu marrante. Un peu je vais pas dire parodique de la science-fiction, mais si en fait c'est un truc qui prend beaucoup de codes de la science-fiction et qui les détourne pour en faire un truc un peu humoristique que j'ai beaucoup aimé, qui a aussi été adapté d'ailleurs au cinéma. Enfin en tout cas le tome 1 a été adapté en film, et dans mes souvenirs, ça, puis c'était pas dégueu non plus, hein. Ouais, le film est pas mal dans mes souvenirs. J'ai rattrapé évidemment Asimov. Donc surtout avec Fondation, donc j'ai lu Fondation entièrement. D'ailleurs, je me rappelle plus trop, faudrait que je les relise ou que je me refasse un résumé avant que ça sorte en série, il me semble, parce que c'est les droits ils ont été rachetés pour une série, je crois. Ah ouais, c'est ça exactement. Ouais. Un peu flippant, mais je sais pas si t'as vu le trailer. Ouais. Mais... Franchement, je sais pas trop. Moi, j'ai un peu peur. Ouais, carrément. Ouais. Et puis j'ai presque lu l'intégralité des Robots aussi, donc il y a une saga une série de nouvelles. Une trentaine, peut-être quarantaine de nouvelles qui parlent des robots, donc du rapport de l'humain à la machine et toutes ces choses-là. Donc il y a eu beaucoup d'adaptations aussi de ces nouvelles-là au cinéma et incroyable. Enfin Asimov de toute façon, c'est pas pour rien qu'il il est très réputé dans la SF. C'est un régal à lire quoi. C'est-à-dire que même si Fondation par exemple c'est que des dialogues, il arrive quand même à installer une espèce d'ambiance. Quand on arrive à se sentir dans l'univers et proche des personnages, on arrive vraiment à s'immerger parce que même si c'est que du dialogue, c'est tellement bien écrit et tellement clairvoyant sur l'avenir en fait que ça se dévore assez facilement, je trouve. Et surtout que ça se déroule sur une temporalité assez énorme, donc pour s'accrocher au personnage, c'est pas évident parce qu'il change aussi régulièrement, enfin sans trop rentrer dans les détails, c'est compliqué au niveau narratif déjà comme série. Ah bah complètement ouais, parce que oui, ça s'étale sur des siècles et des siècles, donc c'est l'évolution de l'humanité un peu au cours des siècles dans le futur, et puis malgré tout il arrive à chaque fois à écrire en fait des dialogues qui sont clés un peu dans la façon dont le scénario se déroule. Donc c'est que des espèces comme ça de patchwork d'un univers, mais ça reste quand même immersif, très intelligent, et puis hyper clairvoyant en termes de sociologie, c'est intéressant en tout cas quoi. C'est sûr. Puis l'écriture facilite vachement le truc aussi, parce que c'est vrai qu'il écrit super bien, c'est fluide, c'est pas de la branlette intellectuelle au final, et ça c'est. Ah non, pas du tout, non. Et toi qui es métalleux justement, tu nous as pas parlé de Lovecraft. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ouais, pourtant alors je les ai lus assez tardivement aussi. Je crois qu'il me semble que je les ai lus justement dans cette période où je lisais pas trop, et je crois que le seul truc que je lisais c'était Lovecraft. J'ai lu pas mal de Lovecraft et surtout j'en ai pas relu, mais je me suis fait les livres audio, donc notamment quand je préparais mon épisode sur le fantastique, donc un Metal Crypt sur le fantastique, où j'avais un petit peu oublié Lovecraft et je me suis remis dedans, donc les Nyarlathotep, les Cthulhu et compagnie. Alors Lovecraft c'est une écriture que j'aime bien parce que ça permet vraiment où il arrive vraiment à te faire ressentir cette horreur cosmique, donc ces espèces de choses indicibles, et qu'on peut relier, je trouve, à certaines pathologies comme la dépression ou la folie ou des choses comme ça. De toute façon dans le fantastique c'est souvent ça, hein. Souvent les monstres qui apparaissent dans le fantastique, c'est des monstres qui reflètent plus des démons intérieurs que des vrais démons en tant que tels. Sinon ce serait plus de la fantaisie, j'imagine. Mais donc j'aime beaucoup, et c'est aussi surtout de voir à quel point moi je pensais pas que Lovecraft avait à ce point-là influencé le fantastique moderne entre guillemets. Enfin, je me doutais pas de l'impact qu'il avait eu, et je m'en suis rendu compte en étudiant un peu plus ce qui se racontait autour de lui, qu'effectivement que ce soit dans des visuels ou même la façon dont on conçoit des monstres,
aujourd'hui, tu vois, des monstres cosmiques, des monstres que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les pochettes d'albums métal justement, les trucs tentaculaires un peu, tu vois, le côté poulpe, tout ça. Je pensais pas, tu vois, que ça avait le nom tournait parce qu'il était beaucoup cité par des musiciens comme notamment Danny Fields de Cradle of Filth, qui fait je ne sais pas combien de références à Lovecraft dans ses noms d'albums, dans ses noms de morceaux, dans ses paroles, tout ça. Et effectivement, c'est un pionnier, quoi. C'est un pionnier. Et mais j'ai des bouquins de Lovecraft, des nouvelles, j'ai dû en lire que 6 ou 7, je pense. Ça revient vite sur les mêmes sujets, un peu les mêmes ficelles, etc. aussi. Je m'étais lassé. Je lisais 2-3 nouvelles, après bon, j'étais ok, c'est cool, mais je me lassais assez vite, c'est vrai. Bon, là, tu parlais de 2 auteurs quand même assez réputés. Donc je sais pas si tu vas les citer dans ta réponse pour ma question. Quels sont les Edgar Allan Poe. D'accord. Non, c'est pas ça. C'était ça la réponse à donner. Ça peut. Quels sont justement les auteurs et les livres qui t'ont le plus marqué? Franchement, je pense que je suis obligé de le citer parce que quand je disais que je lisais quand j'étais enfant, c'est les Harry Potter, hein, forcément. C'est J.K. Rowling. Voilà, je pense que c'est les livres que j'ai le plus dévorés et c'est les seuls livres que j'ai lus plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai lu la saga 2 fois. Et puis pareil, monde hyper immersif. En plus, j'ai grandi avec les personnages parce que à chaque fois que sortait un bouquin Harry Potter, j'avais l'âge des personnages dans le livre. Donc forcément, tu te sens encore beaucoup plus investi dans leurs aventures. Et c'est aussi les premières adaptations que je suis allé voir au cinéma. C'est-à-dire que je devais avoir 11 ans ou 12 ans quand l'École des sorciers est sortie au ciné. Ouais, ou 13 ans, ouais, peut-être 13 ans. Et donc forcément j'y allais avec mes potes, c'est la première fois où j'avais le droit d'aller au cinéma tout seul, et puis j'avais ce truc que j'avais lu qui était matérialisé sous mes yeux au cinéma, et donc c'était magique, quoi. C'était magique, je me rappelle jusqu'à la coupe de feu, parce qu'après à l'Ordre du Phénix j'étais déjà un peu plus vieux, donc j'avais lu les livres, ça m'intéressait un peu moins, puis je trouve que les derniers films Harry Potter sont un chouïa en dessous les premiers, et voilà, ça a été de la magie, quoi. Et puis je dévorais ça, je crois que l'Ordre du Phénix, quand il est sorti, je l'ai buté en 3 nuits, quoi. Alors qu'il fait pas loin de 1000 pages, il me semble. Donc, je dévorais ça. Donc ça, je suis obligé de dire que ça m'a marqué énormément. Et puis, qu'est-ce qui m'aurait énormément marqué? Je réfléchis, parce que c'est une question quand même compliquée. En littérature, moi j'ai envie de dire les robots quand même d'Asimov, même si j'ai pas fini la saga. C'est des nouvelles qu'on peut prendre indépendamment des unes des autres. Mais quand même, les robots, ça m'a bien marqué parce que en fait, moi, tout ce qui va être transhumanisme et tout ce qui a trait aux robots, j'en ai autant peur que je suis fasciné par ça. Et le truc, c'est que t'as l'impression que dans les bouquins d'Asimov, t'as un côté prophétique. Et donc, ça fait un peu peur. Et en même temps, c'est fascinant d'avoir un mec qui décrit un peu comment va se réaliser le futur de manière aussi précise. Un peu comme le fait aujourd'hui Black Mirror, où on n'est même plus dans de l'anticipation, mais on est dans un truc presque, tu vois, c'est de l'anticipation mais très très proche, quoi. Et Asimov, lui, il a anticipé sur plusieurs siècles, c'est ça qui est fou, en fait. Et c'est ça, parce qu'à l'époque où il écrit, la robotique est pas du tout au même point qu'aujourd'hui, hein. Mais il y a même pas les téléphones portables, il y a même pas les Minitel, il y a même pas les ordinateurs. Et enfin, si, il y a tout juste, ça doit être les prémices des ordinateurs. Mais lui, il imagine déjà le téléphone portable, l'électroménager, en domotique, tout ça, c'est déjà écrit, quoi. Alors, je dis pas que c'est lui qui a inventé ça, bien évidemment. Mais en tout cas, dans les connus et qui a un peu démocratisé ce truc de SF, c'est lui, quoi. Et vu que je lis pas beaucoup et que je connais pas beaucoup d'auteurs, c'est lui qui m'a le plus marqué, forcément. Ok. Ça fait quand même 2 belles références, hein. Après, on pense ce qu'on veut de Harry Potter et de Rowling, mais ça reste des... Je vais rien dire, je viens d'attaquer la saga, moi. D'accord. Non, mais en fait, je me dis que, c'est vrai que je sais que je lis, même à l'époque où je lisais pas mal, je savais que, je lis assez lentement et je suis pas un gros lecteur. Donc, j'essayais quand même d'aller vers les valeurs sûres. Donc, les trucs que les gens conseillaient, tout ça. Et c'est pour ça qu'aussi en fantasy, j'ai fait Moorcock et la saga du champion éternel. Donc, que la partie d'Elric. Donc Elric de Melniboné, parce que ça fait partie, pareil, des classiques de la fantasy. Et bon, par contre, grosse lacune, j'ai toujours pas lu Le Seigneur des Anneaux. J'ai essayé de le lire quand j'étais petit. Personne t'en voudra.
Je me suis arrêté à la compter parce que ça me saoulait. Alors que j'ai adoré les films. Ah ouais. Le Seigneur des Anneaux au cinéma, ça a été pareil, le bouleversement total quand c'est arrivé. Mais voilà, si un jour je dois me replonger dans une saga, c'est le Silmarillion, Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit et voilà. Et ça se fera un jour. Moi, j'ai une petite préférence pour Silmarillion, mais D'accord. c'est pas une préférence partagée en général. Mais je pense que ouais, à ce qui paraît, c'est encore plus descriptif, c'est encore plus lourd. Mais je le lirai quand même parce que ça fait quand même partie de mes références culturelles et j'ai toujours pas lu la base du truc, quoi. Donc c'est un peu dommage. Oui, par contre, ouais, ça te permet de bien comprendre tout l'univers de Tolkien, ça c'est clair. Bah comme on parlait tout à l'heure d'Asimov qui pose un peu les bases de la SF, bah Tolkien c'est un peu lui qui pose les bases de la fantasy moderne et le nombre il y a pas une pochette de fantasy, pour en revenir au métal, hein, où il y a pas une ref à Tolkien, tu vois. Enfin, t'as même des groupes qui sont formés autour de Tolkien. Tu vois, moi, je suis un gros fan de Summoning, c'est mon groupe préféré. Les paroles, c'est des extraits des livres de Tolkien. Tu vois. Il serait peut-être temps que je m'y mette, quand même. Et les mecs ont même chanté en orque, non? C'est ça, sur Rosebone, je crois qu'il s'appelle l'album, c'est ça? Exactement, sur Rosebone, ils chantent en noir parlé. Sur la 3e piste dont j'ai plus le nom là tout de suite. Ouais, moi non plus, j'ai le CD à portée de main, mais c'est la piste 3 que je le trouve. Ouais. Mais ouais, super album et super groupe, hein, d'ailleurs. C'est pour le. Je sais que t'as été déçu par le dernier. Un petit peu, il est pas mauvais, hein, ça reste quand même au-dessus du lot, je trouve, globalement, mais ils étaient sur une montée là avec Housebound et All Morning Dawn. Et puis je trouve qu'on a fait un petit pas en arrière avec Wisdom We Come, qui est bien, mais qui y a pas le côté entraînant très épique que je préfère sur All Morning Dawn, Housebound ou même Let Mortal Heroes ou Stronghold, donc les deux précédents encore. Mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas toujours être 100% à fond. Et le morceau qu'on cherchait, c'était Mirdotas Vras, voilà la piste 3. Ok, bah merci pour la précision, ouais. Bah du coup, on va terminer avec trois questions. Ok. Normalement, c'est assez rapide à répondre. Bon, on te les a envoyés parce que sinon c'est un piège. Alors, si la fantasy était une pochette d'album du codex, ce serait laquelle? Il faut que ce soit dans le codex. Ouais, c'est mieux. Alors bougez pas, je vais chercher l'exemplaire du codex qui est à la maison. J'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il est gros ce livre, encombrant. Et lourd. Alors, qu'est-ce que... Putain, en plus, surtout la fantasy, on a réussi à en caler pas mal, notamment sur celle des magiciens. Ouais, dans la high fantasy, on a mis Yes et on a mis Scross, donc qui est un groupe qui se base sur la saga de Game of Thrones. Alors la Yes... Donkou qui est un grand fan de la série Game of Thrones et de Martin en général. Ah bah moi je connais que la série télé, enfin la série Ouais, non, je rigole, en plus c'est ironique. D'accord, ok. Alors je déteste pas, j'ai juste une opinion plus mesurée que l'autre. Okay. Non, alors non, après j'ai toujours pas lu malheureusement, mais j'avais beaucoup aimé la série, à part la dernière saison où j'ai été déçu, mais comme beaucoup. Mais non, globalement, je me suis pas mal évadé avec ce truc-là. Ah, c'est compliqué, il y a beaucoup trop de... Alors, j'ai pas envie de citer... Alors, dans le chapitre Acier, le problème, c'est qu'on est beaucoup sur la Sword and Sorcery. Donc, les clichés de la vieille fantasy avec le héros musclé qui va se battre contre des squelettes dans un donjon. Bon, c'est quand même très précis c'est de la Sword and Sorcery, c'est pas de la fantasy dans le thème large. Ouais, mais allez, on va l'englober. Ouais. On l'inclut dedans. C'est compliqué, hein, parce qu'en fait, il faudrait une pochette qui réunit à peu près tout le bestiaire, et où dans le décor, on puisse apercevoir, tu vois, un château, une plaine, une forêt, quoi. Donc les endroits basiques qu'on traverse dans les JDR, quoi. Bah, tu vois, je suis en train de réfléchir en même temps. Après, j'ai des images qui viennent automatiquement de Blind Guardian, puisque c'est orienté complètement sur des anneaux, oui. donc ce serait réponse évidente, quoi. Mais en même temps, je trouve pas les pochettes non plus... oufissime, donc ouais, puis elles sont centrées sur des actions très précises, si tu regardes bien celle de Blind Guardian. C'est pas des grands et vastes décors où il se passe plein de choses, c'est toujours des scènes bien précises. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, notamment celle de Tales, où c'est vraiment genre, y a un mec sur son trône et les espèces d'orques là qui se prosternent.
C'est compliqué comme ce genre de questions. En fait, j'aimerais bien répondre celle de Crystal Logic, donc de Mania Road. Ah. Déjà parce que même si elle est compliquée en termes de perspective et de couleur, faut l'assumer. Hein. Faut assumer cette pochette. Hein. Je l'ai en t-shirt, faut l'assumer aussi le t-shirt. Mania Road, c'est quand même les premiers avec Heavy Load à avoir amené ce côté heroic fantasy dans le métal quand même. Dans le heavy metal en tout cas, Manowar est né après Heavy Load, hein, donc après Mania Road et Heavy Load. Donc Mania Road est vraiment pionnier en ce qui concerne mélanger la sword and sorcery, même la fantasy de manière plus globale avec le métal. Et cette pochette, même si elle est pas très jolie, t'as 2 héros au premier plan avec une cascade qui sont en haut de la montagne et qui regardent au loin un espèce de château où t'as des cristaux qui flottent au-dessus. Donc là on est bien dans de la fantasy quoi. Il y a le côté aventure, il y a le côté but à atteindre. Il y a le côté magie, il y a le côté château, et autour t'as un espèce de désert avec de la brume et au fond un coucher de soleil. Donc on est vraiment sur une scène de film d'heroic fantasy là quand même. Crystal Logic de Mania Road, moi si on a une à garder, ce serait peut-être celle, alors qu'elle est pas très belle en soi, on va pas se mentir, hein, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, mais symboliquement elle représente beaucoup de choses. Elle est assez évocatrice, voilà. Ouais. Ok. Voilà, il y a celle de Eternal Champion, Armor of Fire, qui fait partie des récentes, mais qui est quand même très très axée Sword and Sorcery, un peu mascu, tout ça. J'avais pensé à ça aussi, ouais, concrètement. C'est très musculeux. Si tu vas par là, il y a Kerry Tungle aussi dans le carcan un peu. Ah bah oui, complètement, qui reprend les poches. Carrément, ils ont volé les dessins qui faisaient les couvertures des romans de Moorcock. Ils sont pas allés chercher bien loin, ils ont juste copié-collé les pochettes. Elles sont belles aussi celles-là, hein. Elles sont belles, hein. Mais pour le symbole, on va rester sur le Crystal Logic de manière. Ok, allez. Et même question pour la SF. Compliqué aussi ça. Alors attends, donc dans le codex. Moi j'ai la mienne. En plus c'est compliqué ce que. Vas-y. Comment? T'as la tienne. Moi c'est The Kid Nocturnus. Et du coup tu peux te rattraper. Oui. Ouais, elle est pas dans le bouquin. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors je l'avais suggéré. Ouais, c'est Rec. Donc, elle était dans les suggestions, mais apparemment, soit ils ont pas eu le temps, soit ils ont pas eu les droits. Non, mais c'est Irek. C'est Irek, bon. C'est rapidement bon, la mienne n'est pas dans le codex non plus, mais c'est la pochette du Progeny Terrestre Pura, c'est un groupe de black italien qui fait des trucs très futuristes aussi, et ça représente une sorte de ville, mais vraiment limite dans le cosmos et tout, vraiment bien foutu. Trop cool. Ça me dit rien là tout de suite. Le nom dit quelque chose, mais ils ont fait 2 albums, je crois, pas plus, 2 ou 3, à tout casser. Ça a dû passer dans mes... On a été très limité, je vois là au niveau des pochettes, parce qu'il y a pas beaucoup de... Mais je vais prendre God is an Astronaut de Cybrid, même si c'est l'album que j'aime le moins d'eux. Parce que on a carrément, donc là on a tout pour moi, ce qui me fascine et ce qui me fait peur avec les robots et les IA. On a la fusion entre l'humain et la machine, et aussi l'homme-machine qui devient un dieu. D'ailleurs je dis God is an Astronaut, ça c'est le nom d'un groupe, c'est God is an Automaton, pardon, God is an Automaton. Et moi j'ai toujours eu cette espèce de vision, alors que ce soit pour ma vue du futur ou par rapport à mes croyances entre guillemets religieuses, j'ai toujours eu l'impression que tu vois l'humain tendait à vouloir ressembler à Dieu. Et que ça pourrait être des scénarios de films. D'ailleurs c'est bon, il y a Matrix, il y a plein de films, il y a même dans Cyberpunk, dans le jeu, il parle aussi de ça. Où en fait l'homme pourrait être créateur de monde en lui-même et on serait peut-être dans une espèce de boucle, tu vois, dans une espèce de matrice justement, où c'est l'homme qui s'auto-crée, tu vois, et en fait Dieu ce serait l'homme. Via la machine, il arriverait, tu vois, à s'émanciper de son statut d'être vivant et à aller vers une espèce d'être éthéré ou d'être éternel, tu vois, un homme futuriste qui serait une sorte de dieu. Et je trouve que cette pochette où t'as l'espèce de personnage mi-homme mi-robot au milieu de la pochette qui tend les bras comme un prophète, tu vois, bah on a toutes ces idées qui sont réunies en une pochette et je trouve ça assez intéressant. On valide aussi, hein. Voilà. Par contre, je crois qu'on va éviter celle sur le fantastique parce que concrètement j'ai cherché dans le codex et c'est vraiment pas évident ça non plus, hein. Une pochette qui représente le fantastique. Alors le fantastique. Faudra un corbeau avec un pendu ou un truc comme ça. Attends, je vais regarder parce que je me rappelle pas de toutes les pochettes qu'on a mis. Ah bah j'imagine, ouais. Le fantastique c'est avant en plus il me semble. Ah bah il est là. Tac, tac. Voilà. C'est vrai, les Cthulhu et tout, c'est quand même un peu cliché. Par contre, ouais, je suis d'accord, mais celles de Sulfurion sont magnifiques, par contre. Ah oui, non, mais elles sont incroyables. Ils sont trop forts. Je pense que j'en ai une. Ouais. Je
Parce que là, alors, celles de Cthulhu, c'est trop axé Lovecraft, même si elles sont incroyables. On est là, c'est clairement, c'est des illustrations des bouquins de Lovecraft et notamment de Cthulhu. Donc, je pense que je vais prendre, en tout cas pour sélectionner celle de Psychotic Waltz, qui est un vieux groupe de metal prog très barré, très bizarre, qui est assez dur d'écoute, hein, mais que moi j'aime bien pour la prouesse artistique, et aussi parce qu'ils ont une direction artistique que je trouve trop cool. Et c'est notamment un groupe, qui va parler aussi des pathologies qu'on peut avoir, des problèmes de folie, de dépression, de déprime, enfin tous les maux intérieurs que peuvent avoir les êtres humains. Et cette pochette, donc qui est en fait l'album A Social Grace, qui est un de leurs vieux albums, parce que là ils sont reformés, ils refont des albums, mais ça c'est un de leurs vieux albums, où je trouve que dans cette pochette il y a tout. Il y a des espèces de personnages désarticulés qui dansent dans le fond. Au premier plan, on a un mec qui est assis, qui semble déprimé. D'ailleurs, il est en train de parler à la mort. Il y a la mort, la faucheuse qui est habillée dans une espèce de costume de bouffon, qui est en train de lui susurrer des trucs à l'oreille. Et au-dessus, on a une espèce de soleil rougeoyant avec un grand sourire qui semble dominer la scène, dominer l'espace et qui semble aussi avoir des pouvoirs un peu étranges. On ne sait pas si c'est un sorcier ou si c'est vraiment le soleil ou si c'est un espèce de mélange de plein de trucs. Et en plus, la pochette est entourée de drapés violets. Alors, on sait ce que représente la couleur violette. Et comme si tout ça était une espèce de scène de théâtre, comme si c'était une espèce de mise en scène. Et donc il y a énormément de folie qui se dégage de cette de magie et de folie qui se dégage de cette pochette. Et voilà, je trouve qu'elle est assez proche de ma vision du fantastique de manière générale. Voilà, c'est-à-dire un lien entre quelque chose qui n'existe pas et quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous qui là existe vraiment pour le coup. Et ben ok. Et ben merci beaucoup parce que concrètement c'était pas des questions faciles, c'était même des questions à la con, hein. On va le dire. Et il me semble que tu me les avais mis sur le suivi de l'émission et je t'avoue que j'y ai pas réfléchi. D'accord, ok. Non mais écoute, t'as fait le taf, hein. C'est cool. Bon, c'est toujours plus rigolo de répondre en improvisant. C'était pour t'éviter de chercher et tout ça en fait. Je me suis dit ça c'est des questions pièges. On a trouvé finalement. Vu que le codex on n'a pas mis les pochettes dedans, finalement c'était assez simple de trouver. Ok. Bon bah écoute. Enfin pour chaque chapitre en tout cas. Voilà. Eh ben merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir répondu présent surtout. On va rappeler donc que t'es présent sur YouTube avec une chaîne quand même à 66K d'abonnés. Hein. C'est pas rien. Ça doit être ça. Je crois qu'on a passé les 67K il y a pas longtemps. Nom de Dieu. Bien joué. Donc on peut te retrouver sur Twitter, sur Facebook et surtout sur Tipeee. Et oui. Tous les liens on les mettra de toute façon avec il y aura des liens un peu partout je pense. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était hyper intéressant de répondre à des questions un peu plus précises. Merci beaucoup. Ça fait plaisir en tout cas, merci beaucoup les gars. Mais de rien. Cookie, quelque chose à rajouter? Merci aussi, parce que je t'ai pas dit merci. merci beaucoup. Cookie qui a une voix de Barry White aujourd'hui. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Moi non plus. Ouais, il est en train de muer là, c'est pour ça. L'hiver, on est un peu fatigué, un peu malade et tout, tu sais. Faudra que tu te fasses un grog, mon vieux. Oh oui, un bon grog. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Maxwell encore une fois. Cookie, nous on se retrouve d'ici 2 semaines. Et puis d'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup. Exactement. À dans 2 semaines. Salut. À la prochaine.